Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2265 du Zap Image. On commence tout d'abord avec le maillot de l'OM. Je l'ai montré à midi, j'avais dit que c'était une rumeur, ça y est c'est officiel les gars. Marseille dévoile un maillot spécial pour célébrer les 30 ans de son sacre en Champions League. Donc c'est bien ce maillot qui sera le 4e maillot de l'OM cette saison. En gros c'est un maillot par rapport à la Ligue des Champions remportée en 93, en 2023 ça fait 30 ans que l'OM a remporté la Ligue des Champions. En gros l'unique Ligue des Champions remportée par un club français. Donc il y a ce maillot collector qui sera le 4e maillot de l'OM pour cette saison. Toujours avec l'équipe de l'OM, donc Laurent Lafitte va incarner Bernard Tapie dans une mini-série fictive inspirée par sa vie. Donc le 13 septembre prochain sur Netflix, vous savez la plateforme Netflix qui diffuse beaucoup de séries, il y aura une série spéciale pour reparler de la vie de Bernard Tapie, l'ancien très grand président bien sûr du côté de l'OM, et ça sera cet acteur Laurent Lafitte qui sera en gros Bernard Tapie, en gros ce rôle de Bernard Tapie. N'oubliez pas que Bernard Tapie est décédé quelque temps, on pense fort à lui. Donc voilà, ça sortira le 13 septembre prochain. Dès que ça sortira, bien sûr, je dirai bien sûr tout ça plus tard. Toujours avec l'Olympique de Marseille, Chancel Mbamba est relégué sur le banc de l'OM depuis 2 matchs. C'est le football, dit-on au sein du club marseillais, sans évoquer ni justifier les choix de Igor Tudor qui ne s'embarrasse pas non plus avec Eric Bailly. Certains évoquent un pépin physique comme explication, mais cela ne semble pas être le cas. Donc voilà actuellement la situation de Chancel Mbamba. C'est vrai qu'il fait un énorme début de saison, même une énorme saison. Mais c'est vrai que depuis 2 matchs, en gros, il est sur le banc. Il y en a qui disent, voilà, la raison, c'est parce qu'il est blessé. Il y en a qui disent autre chose, qui est tout simplement, il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui actuellement. Et c'est pour ça, tout simplement, qu'il n'est plus titulaire. On verra, bien sûr, s'il sera titulaire lors du prochain match de l'OM. Parce que le prochain match de l'OM, c'est ce week-end. Et c'est contre l'équipe de Troyes. Le calendrier pour l'OM pour les 8 dernières journées de championnat. Donc voilà, l'OM actuellement 3e du classement derrière Lens et le PSG. Donc pour l'OM, il reste l'équipe de Troyes. Ensuite, ça sera l'équipe de Lyon à Lyon. Ça sera au Groupama Stadium. Après, il y aura l'AG Auxerre à domicile au Vélodrome. Ensuite, Lens, là, un match ultra important. Il y aura quand même Lyon-Lens, en gros match. Ensuite, il y aura Angers, dernier. Après, il y a Lille, aussi une équipe toujours très compliquée à battre. Brest à domicile. Puis pour finir, ça sera un déplacement du côté de Ajaccio pour finir cette saison de Ligue 1. Voilà le calendrier de l'OM pour leurs 8 derniers matchs. On va regarder aussi les autres calendriers de quelques équipes. Tout d'abord, l'équipe de Lens, juste devant l'équipe de l'OM. Donc 20 ans après sa dernière participation en Ligue des Champions, Lens bien placé et actuel dauphin du PSG a encore du pain sur la planche avant de décrocher son ticket, terminé dans les 2 premières positions, parce qu'il reste aussi un gros programme pour cette équipe de Lens. Donc tout d'abord demain, Lens se déplace au PSG, donc voilà, c'est le premier contre le deuxième. Ensuite, ça sera la réception de Monaco lors du week-end prochain, là aussi un gros match. Ensuite, il y aura Toulouse, une équipe aussi compliquée à manœuvrer. Ensuite, Marseille. Ensuite, il y aura Reims qui perd très peu cette saison. Lorient, Ajaccio et Auxerre. Voilà le calendrier de Lens qui finira à l'extérieur à Auxerre lors de sa dernière journée, la 38e journée de Ligue 1 cette saison. Le calendrier du PSG qui reçoit Lens demain. Ensuite, ça sera un déplacement à Angers dernier. Ensuite, il y aura Lorient 3. Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont. Donc je trouve quand même que le calendrier du PSG, c'est l'un des calendriers entre guillemets plus simples, même s'il n'y a pas de calendrier plus simple que d'autres. Voilà, les équipes, on va dire, c'est des équipes quand même qui sont classées loin, on va dire, dans le classement. Voilà, à part Lens, voilà, le calendrier est plutôt tranquille, on va dire, du Paris Saint-Germain. Le calendrier de Lyon, les gars, donc ce soir, tiens, ils jouent contre Toulouse. Ensuite, ça sera Marseille, j'ai dit l'Olympico, ça sera au Groupama Stadium. Ensuite, ça sera un déplacement à Strasbourg. Ensuite, Montpellier, Clermont, Monaco. Et après, vraiment, ils vont finir fort. Monaco, Reims, Reims, j'ai dit, ils sont compliqués à battre. Et ensuite, Nice, dernier match à Nice, ça sera Nice-Lyon lors de la dernière journée de Ligue 1. Voilà, gros calendrier pour Lyon. On va regarder aussi le calendrier de Lille, qu'à Montpellier, là, ce week-end. Ensuite, ce sera Ajaccio. Il y a Auxerre, Ajaccio, Reims, Monaco, Marseille, Nantes et Troyes. Voilà le calendrier de Lille. Le calendrier aussi de Rennes, les gars. Reims, Montpellier, Angers, Nice, Troyes, Ajaccio, Monaco et Brest lors de la dernière journée. Nice, tiens, le calendrier de Nice, les gars. Brest. Ensuite, ce sera Clermont, Troyes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Montpellier et Lyon. Pour finir, on a parlé là, juste avant qu'on a parlé du calendrier de Nice. Et le calendrier de l'AS Ajaccio. Bon, eux, vraiment, on parle avec des grosses équipes voilà, qui visent les places européennes. Donc Ajaccio, qui vise le maintien, c'est qu'ils ont un énorme calendrier. On comprend mieux les propos d'Olivier
Taloni qui abandonne déjà dans la course au maintien. Les Corses sont 19e avec 21 points, 7 points du premier non-relégable. Et après la défaite contre Auxerre le week-end dernier, il avait dit que c'est fini. Voilà, son équipe jouera en Ligue 2. C'est quand on regarde le calendrier d'Ajaccio avec Strasbourg, Brest, ensuite il y a Lille, Toulouse, Paris, Rennes, Lens, Marseille. Ils vont jouer quasiment les 4 premiers, les 4 derniers matchs. Ce sera que des équipes qui jouent les places européennes. Hein. Voilà, Paris, Rennes, Lens, Marseille. Donc c'est très compliqué pour la Ajaccio de prendre des points alors qu'ils ont quand même 7 points de retard par rapport au premier non-relégable. Il y a 4 descentes. Donc voilà, tous ces calendriers, enfin quelques-uns les gars, je ne vais pas tous vous les montrer pour cette fin de saison. Et concernant le match du PSG demain contre l'équipe de Lens, et c'est officiel les gars, blessé aux ischio-jambiers, Marco Verratti est forfait pour la réception de Lens demain soir. C'est une catastrophe. Hein. Depuis l'après-coupe du monde en Ligue 1, Verratti, c'est 8 matchs joués, 8 matchs manqués, 0 but, 0 passe D. Et en plus, 2 grosses boulettes lors du match contre le Bayern. Hein. Donc en gros, déjà, il a joué la moitié des matchs disponibles. Hein. 16 matchs depuis la Coupe du Monde. Donc il en a joué 8, il a loupé les 8, puis aucune fois buteur, aucune fois décisif. Verratti actuellement, c'est très très compliqué. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Du côté du Real Madrid, le Real Madrid joue demain contre Cadix. Hein. Ça sera un match, je crois, c'est un match à domicile hein, pour le Real avant de partir du Stamford Bridge. Ça sera mardi pour le match retour de Ligue des Champions. Et Toni Kroos et Vini Junior seront mis au repos lors du match de demain contre Cadix. Hein. C'est deux joueurs qui ont commencé titulaires lors du match contre Chelsea. Pour Ancelotti, ils ont besoin de souffler. Donc en gros, il ne va pas les mettre dans le groupe normalement. Ou peut-être ils seront dans le groupe, mais voilà, ils ne commenceront pas titulaires. Après, ça dépend s'ils doivent rentrer, ils joueront la fin de match. Mais voilà, ils devraient souffler ces deux-là demain. Toujours tiens avec Vini Junior, vu qu'on parlait de Vini juste avant. Regardez les arrivées les gars lors du Mercato 2018 du côté du Real. 3 joueurs qui ont marqué on peut dire hein, le Real. Donc avec Vini Junior qui a eu du mal au début, maintenant c'est un joueur indispensable à cette équipe. Fede Valverde aussi un joueur cadre et aussi Thibaut Courtois. Voilà, c'était 3 recrues très importantes hein, du côté du Real. Un gros Mercato en 2018 hein, de la part de l'équipe madrilène. Benzema les gars contre les clubs anglais, on sait que c'est un joueur qui arrive hein, énormément contre les équipes anglaises. Contre City, donc son bilan en total c'est 6 buts et 2 passes D. Contre Liverpool, c'est 7 buts, une passe D, c'est son bilan le meilleur hein, en gros en termes de buts inscrits. Hein. Contre Chelsea, pas mal aussi, hein, 6 buts contre Chelsea et contre Manchester United, c'est 1 but. Voilà tous les buts inscrits, hein, ce qui fait un total de 18 buts, de 20 buts plutôt, hein, ça fait 6, 12, puis 12, ouais, ça fait bien ça, 20 buts inscrits contre les clubs anglais. N'oubliez pas qu'il y a seulement Messi qui a inscrit plus de buts dans sa carrière en Ligue des Champions contre les clubs anglais. Messi est à 27 buts inscrits. Luka Modric restera au Real Madrid la saison prochaine, il est en fin de contrat, en fin de saison et normalement il devrait prolonger d'une année de plus. Luka Modric, hein. C'est vrai que quand on voit encore la performance qu'il a fait contre Chelsea, on pense qu'il peut au moins encore continuer une année au plus haut niveau. On va parler du Barça qui étudie la possibilité afin de réduire sa masse salariale et départs forcés de Busquets et Jordi Alba sera envisagé. Une autre alternative serait d'activer un nouveau levier économique. On a beaucoup parlé des leviers économiques l'été dernier. Mais un nouveau pourrait être levé en vendant 24% de Barça Studio pour pouvoir enregistrer par exemple des joueurs qui ne sont pas enregistrés comme Gavi. Hein, Gavi, n'oubliez pas qu'il n'est pas enregistré auprès de la Liga, tout ça. Et voilà, donc soit vendre des joueurs comme Busquets à Alba, qui coûtent, enfin les salaires sont très chers, ou soit lever de nouveau un levier économique. Et toujours avec le Barça, donc le Barça va recruter bien sûr cet été comme n'importe quel équipe hein, et ils vont essayer de fleurir des bons coups des joueurs qui sont en fin de contrat et ces deux-là auraient déjà bouclé leur arrivée du côté du Barça. Donc Gundogan et Inigo Martinez, défenseur espagnol de Bilbao, les deux sont en fin de contrat, l'un du côté de Bilbao, l'autre du côté de City, et les deux devraient arriver du côté du FC Barcelone l'été prochain, dès la fin de leur contrat. Actuellement ils sont sous contrat jusqu'au 30 juin avec leurs deux équipes, et voilà, ils devraient arriver gratuitement du côté du FC Barcelone. Donc énorme coup, hein. L'un est très bon en défense et l'autre c'est Gundogan qui est quand même le capitaine hein, de Manchester City. Tiens, toujours avec Manchester City, lors de la saison 2011-2012, Mario Balotelli a dressé seulement une passe décisive tout au long de la saison avec City. Ben, il s'agit de la passe qui donne le titre contre les Queen's Park Rangers. Hein. C'était sur un but de Kun Agüero et le but du 3-2. Et du coup, le Manchester City gagne le match. Et du coup, City gagne la première ligue. Buteur face à la Croatie cette nuit, Abdel Samad Mohamed, 32 ans, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de futsal. Hein. Vous savez, le foot qui se joue en salle en gros. Donc, il a inscrit 61 buts en 85 matchs. Hein. Félicitations à cette légende hein, on va dire dans le monde du football en salle. Toujours avec le football français, mais cette fois-ci le foot à 11. Hein. Kylian Mbappé, les gars. Mbappé fait partie de la liste du magazine Time, réunissant les 100 personnes les plus influentes du monde en 2023. Il est le seul Français figurant dans ce top 100. Hein, c'est sportif, n'importe politique, tout ça. C'est le seul Français dans le top 100 des personnalités dans le monde les plus influentes. Je ne sais pas exactement à quelle position, je vous dirai ça, mais il est dans le top 100. Comment dire, Kylian Mbappé. À noter aussi que Messi est bien sûr dans le top 100. Hein.
voilà, des personnes les plus influentes au monde. On va parler du staff de l'équipe de France. Le staff des Bleus a touché de grosses primes à l'issue de la Coupe du Monde, davantage que les joueurs. Deschamps aurait gagné plus de 1,1 million d'euros hors son salaire en plus. Guy Stéphane a reçu plus de 680 000 euros en tant qu'adjoint de Deschamps et chaque joueur a reçu une prime individuelle de 490 000 euros. On peut voir en gros que Deschamps, même son adjoint Guy Stéphane, ont touché plus d'argent que les joueurs lors de la dernière Coupe du Monde par rapport aux primes. On va parler de Nice avec Galtier, tout ça. Des perquisitions sont en cours au siège de l'OGC Nice dans le cadre d'une procédure pour des faits présumés de discrimination au travail suite aux accusations de propos racistes dont Christophe Galtier fait l'objet, voilà, toujours à cette affaire les gars. Donc là il y aura des perquisitions qui seront en cours actuellement du côté de Nice par rapport à ça, par rapport aux discriminations au travail. Donc voilà, dès que j'ai des infos en plus concernant ça, je vous dirai tout ça bien sûr demain. On va parler du pape François donnera une grande messe le 23 septembre prochain à Marseille. Le stade Vélodrome est fortement pressenti pour accueillir cette messe ouverte au public, parce que voilà, il faut un endroit avec beaucoup de capacité. Donc voilà, le Vélodrome, bien sûr du côté de Marseille, une grosse capacité. Et du coup, le pape François devrait donner une messe du côté du Vélodrome. Ça devrait être en septembre prochain. Pour l'instant, c'est pas officiel, mais ça devrait l'être très prochainement. Depuis avril 2021, en gros, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on peut voir les stats de Vini et Benzema, combien de passes D ils ont fait à l'autre. Donc Vini a fait exactement 25 passes décisives pour Benzema. Et dans le même temps, les gars, Benzema lui a délivré 12 passes décisives pour Vini Junior. Le duo Benzema, bien sûr, un duo en or. Pelé, les gars, donc adjectif, donc 1, le plus grand de tous, 2, référence de la grandeur inégalée et synonyme d'excellence et 5, unique. Voici la définition du mot Pelé que souhaite ajouter la Fondation Pelé au dictionnaire portugais. La campagne a été lancée ce jeudi, donc il pourra voir le mot Pelé en gros dans le dictionnaire portugais, pas dans le dictionnaire français. On peut voir à chaque fois c'est quoi la référence, en gros les 5 références, unique, grandeur, inégalée, tout ça. Donc voilà, concernant bien sûr le regretté Pelé. On va parler tiens, de la relève du côté du Brésil. C'est Hendrick, les gars, avec les chaussures mercurielles emblématiques de Nike 98 de R9. Donc regardez les crampons qu'il a portés lors du dernier match de Palmeiras. C'est les crampons que portait Ronaldo R9 lors de la Coupe du Monde 1998. Cette Coupe du Monde qui avait vu le Brésil battre par la France 3-0 en finale. Ronaldo avait ces crampons-là et Hendrick maintenant les porte pour rendre hommage, on va dire, à Ronaldo par rapport à sa magnifique carrière. Le roi Sané aurait demandé à sa direction de ne pas sanctionner lourdement Sadio Mané, de ne pas l'exclure de l'équipe. Vous savez là, ce qui se passe actuellement entre les deux. Donc voilà, Sané a fait quand même une demande à sa direction que voilà, Mané ne soit pas trop sanctionné. Bon voilà, on sait qu'il va être sanctionné déjà d'un match. Ce week-end, il n'est pas dans le groupe du Bayern Munich et aussi d'une grosse amende. On connaît le montant. Il devrait payer quand même 500 000 euros d'amende après son altercation avec le roi Sané. C'est énorme le chiffre. Malgré le soutien de l'Allemand qui ne souhaitait pas de conséquences importantes pour son coéquipier. Voilà, quand même grosse amende. Quasiment un demi-million d'amende pour Mané après son coup de sang, on peut dire, son coup de poing. Sur le roi Sané. Puis il y a déjà des montages, les gars, pour retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, dans une cage UFC, tout simplement. Mané contre Sané. Le meilleur joueur africain actuellement est Antonio Rudiger qui a répondu. Il a dit Osimhen, il est vraiment très fort. Puis Sofiane Amrabat, si Sadio Mané n'avait pas été blessé, je l'aurais mis en premier. Voilà ce que dit Rudiger. Il a également dit le Sénégal est un vrai exemple. Ça devrait être le cas partout en Afrique. Voilà, il a été interviewé là, par Canal Plus Sport. Puis il a fait quelques déclarations. Le défenseur allemand du Real Madrid. Vidic, les gars, c'est le genre de joueur qui a été élu 2 fois meilleur joueur de Première Ligue devant tous ses cracks. Pourtant, c'est un défenseur, très grand défenseur à l'époque du côté de Manchester United. Il a été élu 2 fois meilleur joueur d'une saison du côté de la Première Ligue devant, par exemple, Ronaldo, Drogba. Bon, je ne vais pas tous les citer, vous pouvez voir tous les noms, comme Paul Scholes, comme Gerrard, comme Torres, comme Van Persie ou même comme Xabi Alonso. Donc voilà, une immense légende, bien sûr, le défenseur serbe, Vidic. Il y a 4 ans, jour pour jour, Lille corrigeait le PSG en championnat. 5-1, ils avaient mis à cette équipe du PSG. Il s'agit encore aujourd'hui de la plus lourde défaite du club parisien en Ligue 1 sous l'ère QSI. Donc voilà, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, à la fin de la saison. Là, Lille avait remporté, je crois que c'était cette année-là, le championnat français. Philippe Diallo, président de la FFF sur la professionnalisation du foot féminin.
Il a dit un effort inédit dans l'histoire de la fédération pour le football féminin sera fait. Il s'agit d'augmenter les dotations de 20 à 25%, ce qui constitue un effort de 4 à 5 millions d'euros. Voilà, pour faire évoluer, on va dire, le foot féminin. Et toujours avec le foot féminin, les gars, Jean-Michel Aulas sur la nouvelle organisation des divisions féminines. Il y aura un play-off à la fin du championnat de D1. Il y aura une poule de D2 avec 12 clubs et la création d'une D3 avec 2 poules de 12 équipes. Voilà, donc ça va changer un petit peu du côté du foot féminin, les divisions françaises. On va parler de Laurent Blanc, les gars, sur la suspension de Barcola. Quand vous avez des blessés, il y a Bradley Barcola en bonne forme qui prend un jaune stupide. Il s'agit d'erreurs que tout jeune joueur a faites, mais elles sont stupides. Je pense qu'il a appris parce que ce soir, mais il est forfait. N'oubliez pas que ce soir, il y a Toulouse contre l'équipe de Lyon et il est suspendu, le joueur Barcola. Et toujours avec lui, les gars, donc c'est vraiment une révélation cette saison du côté de Lyon. Je crois qu'il est il a 18 ans, je crois, le jeune Barcola. Donc plusieurs clubs européens, dont Liverpool, suivent avec attention la situation du jeune crack de Lyon, Bradley Barcola. Voilà, comme Liverpool s'intéresse à son profil, mais du côté de Lyon, bien sûr, pour l'instant, il compte le conserver. On va parler toujours de Liverpool, Jürgen Klopp, le coach, sur Jude Bellingham. Je ne sais pas pourquoi nous parlons de choses que nous ne pouvons pas avoir. Si un enfant dit qu'il veut une Ferrari pour Noël, vous lui dites que vous n'avez pas les moyens et qu'il ne peut pas conduire. Donc voilà en gros ce que pense simplement Liverpool de Bellingham, en gros que c'est trop cher. Voilà, il est beaucoup trop cher. N'oubliez pas que Dortmund en espère de 150 jusqu'à 160 millions d'euros pour lâcher Bellingham. Et pour Liverpool, voilà, le montant est beaucoup trop cher. Brighton a organisé une conférence de presse hier où les journalistes étaient des enfants. En effet, un groupe de jeunes supporters du club ont pu interroger l'entraîneur Roberto De Zerbi après l'entraînement du jour. Voilà une petite info concernant cette équipe de Brighton qui performe énormément. Ils sont vraiment très bien classés actuellement du côté de la première ligue. On en parlera juste après du classement de Brighton. Regardez les demi-finales de la Ligue des Champions CONCACAF. En gros, c'est la Ligue des Champions sur le continent nord-américain. Donc le club León, c'est un club mexicain contre les Tigres, l'équipe d'André-Pierre Gignac en demi-finale de cette Ligue des Champions. Et les Los Angeles FC, l'ancien club de Gareth Bale, Chiellini ou même Denis Buenga, ils joueront eux contre l'équipe de Philadelphia Union, une équipe américaine. Donc voilà, ça peut faire un Los Angeles Tigre, on va dire en finale de Ligue des Champions CONCACAF. Officiel, Benoît Millot a été désigné pour arbitrer la finale de la Coupe de France le 29 avril prochain. Voilà. Tout est dit, rien à rajouter de plus concernant cette finale de Coupe de France qui aura lieu dans à peu près 2 semaines. L'œil et la pommette d'Alex Banea 5 jours après l'incident avec Fede Valverde. C'était après le match Real Villarreal, c'était samedi dernier. Fede Valverde aurait mis un coup de poing, enfin il l'a mis ce coup de poing. On peut voir qu'il a toujours un petit entaille, on va dire, en dessous de l'œil pour Alex Banea. On va revenir, les gars, sur la blessure de Martinez. J'en ai parlé à midi, qu'il était blessé et on ne savait pas, peut-être tendon d'Achille. Et Eric Ten Hag sur la blessure de Martinez, ce n'est pas le tendon d'Achille. Bonne nouvelle pour lui. Je ne sais pas dans quelle zone, je ne peux pas donner de diagnostic, mais ça n'a pas l'air ça n'a l'air pas très bon, mais c'est pas le tendon d'Achille, heureusement, parce que le tendon d'Achille, j'ai dit, c'est 9 mois de disponibilité. La course à l'Europe, les gars, on parlait de Brighton juste avant, regardez, ils sont 7e, pour vous dire qu'ils sont bien classés, et surtout que Brighton a 46 points, ils ont 2 matchs en retard par rapport aux autres devant, donc ils peuvent prendre 6 points de plus et revenir quasiment au niveau de Tottenham. Donc voilà le classement de la première ligue, avec bien sûr les 4 premières places en bleu, Ligue des Champions. Place en orange, ce sera l'Europa League et le 6e, ça sera l'Europa Conference League. 7e et 8e, il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant, Liverpool aurait rien du tout. Et on finit, les gars, cet épisode ce soir avec les gros matchs cette semaine en Coupe d'Europe. Manchester-Bayern, Milan-Naples, Manchester-Séville, c'était hier, ou Real-Chelsea. Pour vous, laquelle a été, je ne sais pas si vous avez regardé 4 rencontres, j'ai regardé, moi j'ai regardé 2. J'ai regardé les 2 de Ligue des Champions. À gauche, à Manchester et le Real. Je n'ai pas pu regarder Manchester United hier, ni Naples, parce que Naples joue en même temps que le Real. Bref, donc pour vous, laquelle a été la meilleure par rapport à cette semaine de Coupe d'Europe? Moi, je partirais sur le match Manchester City-Bayern Munich, qui a été pour moi la plus belle affiche. Voilà, avec le plus de spectacles, on va dire, parmi ces 4-là. Donc voilà, les gars, ce qu'elle va dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi sur ma chaîne principale et demain 17h, bien sûr, sur cette chaîne secondaire. Bonne journée à vous et bonne soirée.